Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Planet Agility, le podcast qui vous parle d'agility. Je suis Pauline de Barba et aujourd'hui il y a Camille Parenti qui est avec moi comme d'habitude. Et pourquoi je le reprécise? Parce qu'aujourd'hui on va le faire en mode interview. Je vais interviewer Camille pour qu'elle nous fasse un petit retour, ou peut-être un long retour d'ailleurs, sur les sélectifs. Donc, avant qu'on commence, déjà, c'est quoi les sélectifs? De quoi on parle? Parce que nous, on le fait ça comme si tout le monde savait, mais c'est peut-être pas le cas. Est-ce que tu veux expliquer c'est quoi les sélectifs? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on y va? Enfin, pourquoi quoi? Alors, les sélectifs, donc en général, quand on parle de sélectifs, c'est les sélectifs pour l'European Open, donc c'est le championnat d'Europe, et l'Agility World Championship, donc le championnat du monde. C'est les deux plus grosses compétitions de la FCI, donc notre fédération internationale dont on dépend notamment en France. Et donc ces sélectifs vont permettre de sélectionner les équipes qui vont représenter la France sur ces deux grosses compétitions. Donc les sélectifs sont des compétitions sur 3 week-ends. Le dernier week-end de février, le dernier de mars et le dernier d'avril, où on est invité donc à participer si on a des résultats à présenter. Donc là, en ce moment, parce que les règlements changent de temps en temps, il fallait présenter 5 agility excellents et 3 jumping excellents, avec un nombre de juges différents aussi. On ne peut pas avoir les résultats avec tous les mêmes juges. Je ne me rappelle plus exactement. Et ça peut être avec une pénalité, mais par contre, il faut que ce soit avec une vitesse minimale. Donc si je me souviens bien, en large, c'était 5,50 m minimum par seconde. Et en small, medium et inter, c'était un petit peu moins, donc peut-être 5,30 m, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus exactement. Donc c'est la vitesse moyenne sur tous les parcours que tu proposes. C'est ça. Sur tes 8 résultats, il faut avoir cette moyenne-là pour pouvoir s'inscrire au sélectif. Et donc cette année, c'était un peu une formule différente en termes de calcul de points pour les championnats du monde. Enfin, ils ont testé un peu un nouveau truc. Alors la nouveauté, c'était que cette année, il y avait une vitesse minimale qui a changé par rapport aux années précédentes. Les années précédentes, il y avait un classement des vitesses et on gardait les chiens les plus rapides, donc au-delà d'un certain quota d'inscrits. On gardait les chiens les plus rapides. Maintenant, tout le monde est pris au-dessus, enfin, si les chiens sont plus rapides que 5,50 m de moyenne. Donc, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de participants. Mais aussi parce que l'European Open étant organisé par la France cette année, on a des places supplémentaires, puisqu'en tant que pays organisateur, on a des places supplémentaires. C'est toujours comme ça, la tradition fait qu'on a des places supplémentaires. Donc je pense aussi que l'idée, c'était d'ouvrir à un peu plus de personnes pour cette année, vu que voilà, il y a plus de places, donc il y avait plus de participants sélectifs. Et donc toi, avec Soon, c'était pas tes premiers sélectifs? C'était la deuxième année où on participait avec Soon, et j'avais déjà fait aussi avec Nemo dans les années précédentes, peut-être 2 ou 3 fois. Il y a eu le Covid aussi au milieu, donc il y en a qui ont commencé et qui se sont arrêtés. Donc je sais plus, peut-être 3 fois avec Nemo et puis une fois avec Soon. Donc là, c'était pour toi peut-être la 5e fois que tu les faisais, et avec Soon, c'était la 2e fois. Deuxième fois, ouais. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça implique pour toi, ces sélectifs, en termes de préparation? Est-ce que aller à un sélectif, c'est finalement aller un petit peu en concours classique, un peu plus dur, avec un peu plus de monde, ou est-ce que c'est une approche différente pour toi, en tout cas, dans ce que tu veux faire avec Soon? Alors non, c'est pas du tout comme un concours classique. C'est des compétitions où déjà on a les juges qui vont soit juger à l'European Open, soit au championnat du monde de l'année qui sont présents, donc qui sont invités. Donc ça veut dire aussi des juges souvent internationaux qui vont mettre des parcours assez techniques, plus difficiles que ceux qu'on peut avoir en concours habituel. Et aussi la difficulté va être sur les terrains, puisque les 2 premiers sont sur sable et le dernier était sur gazon synthétique. Donc c'est des revêtements sur lesquels on peut ne pas avoir trop l'habitude de passer, de s'entraîner, de faire des compétitions. Donc ça implique aussi des petites différences dans l'entraînement, si le chien n'est pas habitué par exemple à courir sur certaines surfaces. Et puis ça amène aussi des difficultés en termes de course. Le sable, le chien va aller plus vite, nous un peu moins. Le synthétique, c'est l'inverse. Voilà, donc
ça modifie aussi un petit peu les timings, les façons de conduire. Donc c'est des enjeux un petit peu différents des compétitions classiques qu'on va faire globalement plutôt sur herbe avec des juges français, quoi. Et du coup, comment est-ce que toi, tu te prépares spécifiquement à ça? Donc, tu vas faire des entraînements dans du sable. Donc oui, on a beaucoup travaillé sur le sable. J'ai la chance d'avoir 2 endroits où je peux m'entraîner près de chez moi sur sable, donc ça c'est génial. Dont un des lieux des sélectifs de cette année, Crazy Pose, donc, qui était un des sites organisateurs d'un des sélectifs. Donc on a pu s'entraîner sur ce terrain-là pour que Soon elle soit préparée à la fois sur le sable, mais aussi les obstacles qui étaient présents. Et puis c'est un manège couvert, donc des fois les chiens peuvent être un petit peu impressionnés aussi par ça, la résonance qui va être différente, le bruit qu'il peut y avoir, etc. La luminosité aussi qui est différente de ce qu'on peut avoir quand on s'entraîne en extérieur de façon habituelle en club ou sur nos terrains. Donc c'était intéressant de pouvoir déjà se préparer sur ça. Et puis bien sûr, on va se préparer aussi sur les parcours des juges, puisque chaque juge a un petit peu son style quand même de parcours. Ils ont leur petit dada, leur petit truc préféré. Il y en a qui vont aimer les entrées de slalom très complexes, d'autres qui vont aimer que les conducteurs y courent et mettre des grosses distances, d'autres qui vont aimer par exemple que les conducteurs fassent des Jeannettes partout. Donc chacun va avoir un petit peu des trucs préférés et ça va être intéressant de les travailler pour être le plus près possible le jour J et savoir passer des combinaisons qui vont pas être identiques évidemment puisque les juges vont pas poser les mêmes parcours, mais on va retrouver des combinaisons d'obstacles qui vont être quand même assez ressemblantes et on sera quand même un peu plus préparé pour ce type de parcours, quoi. Donc, du coup, ta préparation, elle consistait surtout à t'entraîner sur les parcours des juges des sélectifs. C'est ça, on a beaucoup posé des parcours des juges des sélectifs. D'ailleurs, on s'en est beaucoup servi aussi pour notre classe Agility Focus Competition, hein, puisque c'était les parcours qu'on préparait pour les sélectifs qui sont dans cette classe-là. Et donc l'idée, c'était de poser un parcours d'un des juges des sélectifs ou des juges internationaux qui sont un peu dans ce style-là, qui sont un peu dans la même veine. Et on a beaucoup découpé ces parcours-là, travaillé des modules dessus. Et puis laisser la même disposition aussi en place pour pas avoir trop à se fatiguer à changer les parcours. Et puis travailler longuement, plutôt sous forme d'atelier, mais sur ces parcours-là en fait. Et si je me rappelle bien, avec Soon, là, tu as mis en place de nouvelles choses dans ta préparation pour les sélectifs, des nouveaux ordres que tu n'avais pas jusqu'ici. C'est ça. Donc l'an dernier, ce qui m'a un peu fait défaut, c'est que Soon, elle avait du mal à comprendre certaines directions à prendre sur les haies, surtout quand je me trouvais très loin. Donc un des projets de l'hiver, c'était de retravailler les directionnels sur les sauts, donc droite et gauche, pour qu'elle comprenne beaucoup mieux les directions, même si je me trouve loin et même si elle arrive avec beaucoup de vitesse. Donc ça, on a repris tout ça dès septembre. On a commencé à retravailler ça, donc sachant que les sélectifs étaient fin février, ça nous laissait le temps de préparer ça correctement, de retravailler vraiment sur des exercices de base, comme on ferait avec un chiot finalement, enfin un chiot, un jeune chien. On a retravaillé tout ça et on a installé des nouveaux ordres verbaux aussi pour qu'elle réponde beaucoup mieux à ça. Et donc après, l'objectif c'était de les tester aussi sur les parcours et de voir si elle allait y répondre correctement. Et toi, en termes de préparation pour toi, est-ce que tu fais des choses spécifiques? Comment tu t'es préparé physiquement et mentalement? Alors physiquement, j'ai essayé quand même de faire pas mal de sport, mais j'ai des soucis de genoux qui sont venus s'installer au milieu, donc ça a coupé un petit peu la préparation. Le fait déjà d'augmenter un petit peu les entraînements d'agility, ça augmente la préparation physique, parce que les parcours d'aujourd'hui sont quand même assez physiques, donc en faisant de l'agility, on est déjà un petit peu préparé, mais c'est pas suffisant, il faut aussi quand même avoir une préparation physique qu'on peut faire à la maison. Donc j'ai fait un peu des programmes de fitness, du vélo elliptique, beaucoup de marche, parce que les chiens, ils ont besoin aussi d'être préparés, donc ça tombe bien. Un petit peu de course à pied, mais voilà, mon genou n'a pas voulu que j'en fasse beaucoup. Mon objectif, oui, c'était d'augmenter quand même mon cardio pour tenir sur des parcours qui sont très longs, très grands. Et puis dans le sable, tu Et disais dans le l'effort. sable aussi. Donc c'était ça, mon principal objectif, c'était quand même d'arriver à faire les 22 aux obstacles dans le sable et tenir le cardio au maximum, quoi. Pas être essoufflé et du coup perdre un peu en lucidité aussi sur le parcours.
ce qui peut arriver quand il y a moins d'oxygène dans le cerveau. On perd un petit peu les pieds et on va commencer à faire des bêtises sur les arrivées de parcours. Donc là, l'objectif, c'était quand même ça, et ça a plutôt bien fonctionné d'ailleurs. Donc ça, c'était plutôt chouette. Et après, en termes de préparation mentale, j'avais envie de prendre un coach, tu vois, cette année. C'est pas ce que j'ai fait. J'ai beaucoup écouté de vidéos sur YouTube, des trucs gratuits, des podcasts qui parlaient de préparation mentale. Et l'idée, c'était d'arriver sur les sélectifs relativement sereine, avec des objectifs de performance. C'est pas toujours évident parce que quand on est embarqué dans les sélectifs, c'est pas toujours simple. Mais voilà, globalement, ça permet aussi de préparer la suite, qu'on ait réussi ou qu'on n'ait pas réussi. Ça permet aussi de rebondir plus facilement après la tournée des sélectifs. C'est 3 mois qui sont extrêmement intenses d'un point de vue physique et aussi mental, puisque en fait, entre chaque sélectif, il n'y avait que 3 semaines quasiment. 3 semaines, donc ça fait quelques jours pour récupérer, on reprend un petit peu l'entraînement, et bien sûr, avant les sélectifs, en général, j'entraîne pas trop parce que je veux pas risquer des blessures, ça sert à rien de toute façon. Donc finalement, ça laisse que presque 2 petites semaines pour se préparer pour le prochain, quoi. Donc c'est assez intense. Et puis les sélectifs ne sont pas toujours à côté de la maison. Cette année, j'en avais un qui était pas loin, mais les autres n'étaient pas à côté, donc Toulouse et Mâcon. Donc forcément, ça demande aussi de faire des kilomètres, de se déplacer, voilà, donc ça, c'est assez prenant. Et du coup, c'est quoi le plus gros enjeu mental par rapport au sélectif? Le plus gros enjeu pour moi, c'est qu'on sait que pour être bien classé, il faut faire des sans fautes. Ça, c'est vraiment, forcément, sur les sélectifs, c'est la règle, en fait. Même si on peut récolter quelques points, si on a des fautes et qu'on finit les parcours, on va avoir des points de classement. Les chiens qui vont avoir le plus de points, c'est ceux qui vont faire des sans fautes. Donc, pour donner un ordre d'idée, le premier chien va avoir 400 points. Et celui qui va faire 5 points de pénalité, il va avoir autour de 80 points. Donc c'est une énorme différence, et on sait très bien que même avec une seule faute, c'est presque zéro. Enfin, ça sert toujours d'avoir ces petits points-là, mais c'est presque zéro, quoi. Donc l'idée, c'est d'avoir des sans fautes sur ces parcours. Et on a donc fait 9 parcours cette année. On en avait moins d'ailleurs cette année. Les années précédentes, c'était 12, mais comme on était plus nombreux, on avait 9 parcours. Et sur ces 9 parcours, moi, je savais que pour être classé, pour être au moins sélectionné pour l'European Open, donc c'était dans les 12 premiers, il fallait faire à peu près 3 à 4 sans faute pour arriver à se qualifier. Donc ça met quand même une énorme pression. Et du coup, ça modifie un petit peu la perception qu'on peut avoir sur le sélectif, sur les parcours. On va essayer d'avoir ces sans faute parce qu'on le sait que là, pour le coup, c'est l'enjeu, et c'est là où c'est difficile, du coup. D'arriver à rester froid dans sa tête tout en sachant que celui-là, il faut le faire sans faute, quoi. Et puis en plus, il y avait une petite différence cette année, c'est-à-dire que le premier chrono, même si tu avais 5 points, il était Oui, il était favorisé. bonifié. Il était bonifié, donc si on avait le meilleur temps avec une pénalité, on avait jusqu'à 200 points supplémentaires. Donc c'est en fonction des secondes par rapport à l'autre, au deuxième temps. On avait jusqu'à 200 points, quoi. 2 secondes d'avance faisaient 200 points. Et ça, on savait que Soon, voilà, elle fait partie des chiens les plus rapides, donc potentiellement, même une faute, tu pouvais quand même aller chercher quelque chose. Et je me rappelle que sur le premier où tu avais eu une faute, on en avait parlé après, mais que ça t'avait déconcentré, enfin, que tu n'avais pas réussi à dire ah mince, je reste dedans, je vais à fond jusqu'au bout, parce qu'il y a ce truc-là, et qu'il fallait arriver à ne pas lâcher, même après cette faute, alors que dans ta tête, le premier truc, c'est ah bah c'est mort, j'ai fait une faute, j'aurais pas beaucoup de points, même si je le termine. J'aurais pas beaucoup de points, quoi. Oui, il y a ce qui se passe avant le parcours, hein, donc on pourra en reparler, mais de l'influence que ça peut avoir sur les reconnaissances. Mais il y a aussi ce qui se passe quand on est en train de passer. Là, le parcours dont tu parles, c'est le parcours de Jordi Bois-Barreau, donc un Espagnol. C'était un parcours avec beaucoup de distance, et les premiers obstacles, c'était départ à l'envers et le saut en longueur, suivi d'un tunnel en ligne droite. Et j'avais choisi de passer donc à distance du saut en longueur pour avoir de l'avance pour la suite. Et je savais que c'était un risque à prendre, mais Soon, elle touche le saut en longueur, ce qui lui arrive quand même assez régulièrement. Ça fait partie des leçons de ces sélectifs, le saut en longueur. Et forcément, donc saut en longueur au deuxième obstacle, ça me déconcentre. Je sais que dans ma tête, j'ai le temps de me dire
elle a fait faute, donc forcément le cerveau voit la faute, et ensuite le temps de me dire lâche rien, continue, tu peux avoir le chrono quoi. Et en fait juste cette fraction de seconde là, ça dure pour rien en fait, mais juste cette pensée là fait que je me déconcentre et on prend un premier refus très peu d'obstacles après, peut-être 2 obstacles après, parce que je suis déconcentrée par ma pensée en fait. Et pareil, un reflux plus loin aussi, très certainement lié à ça, que je n'aurais pas fait autrement, quoi. Donc il y a vraiment aussi cet enjeu de garder vraiment la concentration, même quand on est sur le terrain. Et à la vitesse où ça va, c'est quelque chose qui est à la vitesse à la fois du chien et la vitesse où nous, pouf, les pensées, elles arrivent et ça déconcentre, quoi. Et les deux ensemble font que le moindre petit truc peut faire une sortie de route, quoi. Donc c'est d'arriver vraiment à garder cette tête froide même sur le parcours, ce qui m'a manqué ce jour-là totalement, quoi. Mais moi, ce que j'ai quand même trouvé chouette, c'est que je trouve comparé à l'année précédente, enfin en tout cas moi de l'extérieur, après tu me diras si je me suis fait des idées ou pas, mais c'est que même quand bah, voilà, tu n'avais pas forcément eu ce que tu voulais ou que ça s'était pas passé comme prévu, tu arrivais bien à te remobiliser pour le parcours suivant parce que je trouve que c'est aussi l'enjeu de pas se dire putain j'ai raté le précédent et donc forcément on sait que chaque parcours qui passe on se rapproche de la fin des électifs et donc bah, on n'a pas de points, il faut qu'on aille les chercher quoi. Et malgré tout je trouve que tu t'étais bien remobilisé sur le parcours suivant pour dire bah ok on passe à autre chose, ça s'est fait et c'est un vrai truc qu'il faut arriver à faire pour pas se mettre la pression tout seul ou faire des mauvais choix parce qu'on se met la pression et que du coup on passe pas comme il faudrait quoi. Oui, c'est vrai que ça, j'ai réussi à le rebondir parce que j'avais fait cette préparation mentale-là, justement, de se dire bah, le parcours d'avant n'influence pas le parcours suivant. Ce qui est vrai tout le temps en agility, quel que soit le niveau. Ce que vous avez fait avant, le parcours est totalement différent, c'est un autre. Donc évidemment, il peut y avoir des défauts d'entraînement, et ça, on ne peut pas les changer le jour J. Mais par contre, être dans l'état mental de se dire, bon, celui-là, c'est fait, donc de toute façon, on ne pourra pas le refaire. Et celui d'après sera différent, et d'autant plus sur les sélectifs où c'est très souvent un autre juge, donc un autre style, on passe sur totalement autre chose. Et voilà, il faut arriver à switcher mentalement. Et c'est vrai que ça, oui, j'ai réussi à le faire assez bien, aussi parce que jusqu'au bout, je savais que si Soon, elle faisait sans faute, on avait beaucoup de points. Et c'est assez rassurant de se dire ça, donc ça veut dire aussi que pratiquement jusqu'au bout, on avait encore nos chances de pouvoir remonter dans le classement. C'est ce qui est intéressant sur ces sélectifs à points aussi, et le fait qu'on ait quand même plus de parcours que ceux qui comptent, puisqu'on garde juste les meilleurs parcours. C'est les... que je dise pas de bêtises. On garde les 3 meilleurs agility et les 2 meilleurs jumping, si je me trompe pas. Donc on garde les 5 meilleurs, sachant qu'on en a 9, donc ça laisse quand même aussi des possibilités de d'effacer ce qui s'est passé précédemment. Et ça aide aussi mentalement à se dire ça, quoi. Et du coup comment est-ce que tu ressors de ces 3 week-ends de sélectifs qu'est-ce qu'on retire de tout ça puisque bon t'as pas été sélectionné voilà faut le dire alors que si vous saviez la chienne est parfaite, la fille est géniale et c'est vraiment des petits trucs, des petits quicks et des cloques à gauche mais en sachant aussi que quand on dit ça c'est que c'est le cas de quasiment tout le monde, c'est-à-dire il y a personne en large qui a tout gagné ou qui a voilà. On était 110 en large, il y en a eu 12 qui vont au championnat d'Europe ou à l'européenne et il y en a 5 qui vont au championnat du monde. Et c'est pas des gens qui ont fait que des sans faute ou qui ont tout réussi tout leur parcours. Enfin, c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est-à-dire que c'est la majorité des gens vivent ton expérience de ça passe à pas grand-chose quoi. C'est ça. Oui, il y a forcément la déception de ne pas avoir réussi à concrétiser sur le jour J. Ça, je pense que ça restera aussi parce que cette année, l'européenne était en France et ça me tenait plus à cœur de me qualifier parce que c'était en France, parce que c'est un bel événement et que c'est une fête aussi, je trouve, pour l'agility française qu'on organise ce type de compétition. Il y a le monde entier qui va être là, ça va être vraiment chouette et je sais que la chaîne, elle mérite aussi d'y aller. Et j'aurais aimé pouvoir la qualifier, quoi, arriver à ce qu'elle aille sur cette compétition-là parce qu'elle a l'envergure. Et là, il y a forcément une grosse déception derrière de ne pas avoir réussi. Ce que je retiens aussi, c'est que j'ai fait des choix de conduite en rapport avec ces sans-fautes-là, à vouloir des fois trop assurer, à modifier mes choix de conduite, à faire des
voilà, des décisions qui n'étaient pas les bonnes sur le moment parce que je voulais avoir les sans faute. Et du coup, ça, c'est vraiment une leçon que je retiens, c'est de ne pas avoir pensé forcément les parcours par rapport à ma chienne, pas suffisamment par rapport à elle, à me dire bah ça elle va pas comprendre donc il faut que je l'aide sur cet endroit-là, et d'avoir choisi plutôt des conduites. Ah bah là je vais assurer parce que sinon il y a le risque de la barre, ou là il y a le risque qu'elle rentre mal dans le slalom, et j'ai plutôt fait des choix de conduite en réaction à des risques de faute, parce qu'il y a cet enjeu de sans faute, donc ça met la pression derrière. Puis on n'a pas des reconnaissances infinies, hein, c'est 7 minutes, voilà, donc il faut prendre la décision. Et ça, c'est ce que je regrette un petit peu, quoi, de ne pas avoir conduit juste par rapport à ma chienne, faire comme on savait faire, et d'avoir des fois réagi en me disant ah bah tel chien qui est assez similaire à ma chienne ou les chiens des copains, il a fait cette barre là, donc potentiellement elle peut la faire, donc je vais l'aider plus ici et ça me met en retard ensuite pour la suite. Voilà, il y a des parcours comme ça où ça s'est joué à vraiment rien du tout, quoi, et le reste était sans faute. Donc c'est génial, et d'un autre côté c'est hyper frustrant, et je sais voilà, qu'il y a eu des choix qui ont été faits qui sont entièrement de ma responsabilité pour le coup, parce que j'ai aucun reproche à faire à Soun sur ça. Et il y a aussi la fierté d'un côté de se dire on était prête, enfin, Ah pour moi oui, on était prête. c'était tellement... Enfin, comme tu dis, ce que vous passez après les trucs qui marchent pas, ou quand il y a un truc qui marche pas, mais tout le reste, waouh, vous avez sorti des trucs de fou. Voilà, techniquement, je pense qu'on était prête parce que la chaîne, en fait, si on fait le décompte, elle a pas fait beaucoup de fautes sur les 3 sélectifs. Donc ça, c'est quand même génial parce que quand on rentre sur le terrain en se disant le chien, il n'y a pas beaucoup de fautes possibles. Enfin, je crois qu'elle a fait, je l'ai fait, hein, le décompte, elle a fait 2 fautes de 100 en longueur. Elle a fait une barre sur le sélectif à Tourves, et sur le dernier sélectif, je sais même plus si elle a fait bah, le saut en longueur une fois. Voilà, donc c'est très peu de pénalités. Oui, et aucune Et zone, aucune zone, aucun aucun refus. slalom. Enfin, les refus étaient pour moi, les refus qu'on a fait, mais aucune faute de slalom. Si elle est allée, cette canaille, elle Ah est oui, mais ça, allée c'est pas une faute de slalom. Ça, sur le c'est... parcours à Tourves. Si il y avait le tunnel, enfin, ça faisait running avec le slalom et le tunnel. Il fallait prendre le slalom. Elle avait vu, bien sûr, le tunnel, puisque Soun est une grande fan de tunnel. Et elle a freiné au dernier moment, et du coup elle rentre à la deuxième porte du slalom, et quand je la reprends, plouf, elle part au tunnel, bizarrement. Oh bah puisque c'est comme ça. Voilà. Mais sur ce parcours-là, on avait déjà une barre, donc j'ai envie de dire c'était déjà cuit d'avance. Mais elle l'aurait fait quand même, certainement, si on avait été sans faute. Voilà, c'est un peu le seul, sur tous les parcours, c'est le seul truc où là, pour le coup, c'est elle qui... Mais c'est aussi parce que peut-être je ne l'ai pas assez entraînée là-dessus, et on le retravaillera. Mais globalement, techniquement, je sais qu'on était prête, donc ça fait plaisir aussi de se dire, voilà, on avait le niveau d'y être, on avait le niveau de se qualifier, et c'est peut-être plus mentalement où les choix n'ont pas été bons, et comment j'ai géré ce truc sur le moment. Je me sentais pas spécialement stressée, tétanisée par le stress, angoissée, voilà, mais il y a quand même un stress qui a influencé par rapport à d'autres compétitions que j'ai pu faire après, notamment la volcanique, où l'enjeu était plus le même, et où là j'ai fait mes choix de conduite différemment, avec le recul aussi des sélectifs, voilà, et où on n'a pas forcément fait des sans faute, mais on a quand même très bien marché, quoi. Et je pense aussi que la grosse différence, même si tu en avais fait un petit peu avant les sélectifs précédents, c'est que l'an dernier aussi, tu as fait beaucoup de grosses compètes. Tu as été un peu partout, à droite, à gauche, en France et ailleurs. Et j'ai l'impression que ces grosses compètes aussi, elles viennent jouer dans la préparation de ce genre d'événement, parce que c'est déjà aussi une forme de pression, mine de rien, simplement du fait de la concurrence, parce que c'est pas les mêmes gens que tu croises sur des concours plus classiques. Et aussi parce que souvent il y a des finales, il y a un petit peu ces enjeux-là aussi qui sont présents, quoi. Oui, et puis les juges aussi qu'on va pouvoir rencontrer, des juges qui ont jugé d'ailleurs sur les sélectifs cette année, ou qui ont un style assez similaire, des juges internationaux. Donc ça prépare énormément aussi à ça, techniquement, mentalement aussi. Les sélectifs, c'est quelque chose que si on a fait, comme tu dis, des parcours à l'étranger, des grosses compètes, ça n'est qu'une autre grosse compète finalement, avec par contre cet enjeu de sélection derrière qui va quand même, en tout cas sur moi, beaucoup plus impacter que sur
compétitions à l'étranger, par exemple, ou comme tu dis, à des finales, etc. Mais j'ai moins cet enjeu-là parce qu'on a plusieurs parcours, on est plus dans le côté fun, on est en vacances, voilà, c'est un petit peu différent. L'ambiance n'est pas la même entre Rialp et les sélectifs, par exemple. Oui, l'ambiance des sélectifs, on peut peut-être en parler. Enfin, moi, ce que j'avais fait quand je les faisais avec les filles, j'avais été assez marquée, mon premier sélectif, de dire waouh, là les gens ils se mettent une pression de zinzin et ça se ressent quoi. C'est un peu électrique, je trouve, dans l'air, la façon dont les gens sont entre eux, avec les chiens aussi. Tu sens qu'il y a de l'enjeu. T'en as, ils passent, ils sont tout blancs. J'ai vu des gens vomir. Enfin, tu vois, et moi j'étais un peu étonnée de voir cette grosse différence là-dessus. Et je trouve que ça joue aussi sur la façon dont on aborde l'événement, mine de rien. Enfin, en tout cas, moi j'y suis sensible, je sais pas toi, mais moi je trouve que j'y suis sensible beaucoup plus. Alors souvent parce que moi, ce qui va beaucoup me tendre, c'est la façon dont les gens sont avec leurs chiens. Et j'ai beaucoup de mal quand les gens s'énervent sur leurs chiens, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et ça m'affecte beaucoup. Et donc du coup, sur un contexte comme ça, en plus c'était à la salle, donc tu croises les gens qui sortent, quand toi tu vas rentrer. Enfin, ça m'avait vraiment affecté quoi sur ça. J'étais ça m'avait refroidi quoi. Tu vois, j'avais pas trop kiffé du coup ce truc là. Et est-ce que toi tu vois une différence là-dessus? Est-ce que toi ça t'affecte aussi? J'ai vu des choses que j'aurais préféré pas voir, ça c'est certain, dans le traitement des chiens, et je trouve ça très regrettable. Que peut-être que j'aurais vu sur d'autres compétitions, mais que voilà, là c'est peut-être amplifié par l'effet sélectif. Les sélectifs, c'est aussi un panel d'émotions énorme, parce qu'il y a ceux qui réussissent, ceux qui ratent, ceux qui ont presque réussi. Et il y a aussi tout ce contexte-là où bon, bah, on se retrouve avec des gens de toute la France, il y a des copains qui sont là. C'est ça qui est chouette aussi, hein, c'est qu'on est tous dans la même galère et dans la même dynamique aussi. On a tous le même objectif, donc ça crée forcément un gros attachement avec les gens et comment ça se passe. Donc il y a beaucoup d'émotions sur les sélectifs. C'est vraiment quelque chose de... Enfin voilà, on passe du rire aux larmes, de la colère à la frustration, que ce soit pour nous, pour les copains, voilà, c'est très souvent très 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 riche en émotions. Bon, moi je choisis aussi les gens avec qui que je fréquente et qui traitent leurs chiens correctement. Mais il y a aussi ce truc de pas se laisser impacter trop fort aussi par l'environnement, parce que même si les copains ils ont raté, des fois ça peut aussi nous impacter parce que eux ils sont tristes ou ils sont en colère ou ils ont une émotion un petit peu négative, et nous on n'y est pas encore, on n'est pas passé, on a encore un enjeu, et ça c'est quelque chose que j'ai aussi appris à trier un petit peu, parce que mon côté coach me rattrape souvent. Et j'ai appris maintenant un petit peu à me détacher et me dire c'est mon histoire, je fais mon truc avec ma chienne, et les copains on verra plus tard. Et d'ailleurs j'ai adoré une fois que les larges étaient passés, parce que les deux premiers sélectifs étaient en demi-journée, donc nous on faisait nos passages soit avant soit après les small et médiums, et j'ai adoré du coup pouvoir c'est fini pour moi, je m'occupe plus des larges, et aller voir les copains, les encourager, les aider sur les recos, pleurer avec eux, voilà, c'était aussi ça qui était chouette. Mais quand c'était mon passage, arriver à se détacher, et je pense que ça c'est valable quel que soit le niveau, l'influence que l'environnement peut avoir sur nous en compétition, il est très important. Et savoir aussi se mettre à nous-mêmes des barrières, hein, tout simplement, ou des fois aussi aux gens, hein. Pas hésiter à dire non mais là j'essaie de me concentrer et d'être dans mon truc. Je pense que ça joue aussi sur le résultat final. J'ai beaucoup plus réussi à le faire cette année que d'autres années, donc je vieillis, j'apprends aussi, et je pense que ça influence aussi quand même pas mal sur comment on traverse ces 3 mois de sélectif, quoi. C'est marrant parce que moi je vais avoir plus l'effet inverse. C'est si que je vois une amie ou une élève ou quelqu'un voilà, à qui je tiens qui réussit, je suis tellement contente pour la personne que après en fait j'ai l'impression que
Moi, ouais, voilà, c'est bon, quelqu'un a réussi. Et tu vois, moi, ça m'enlève l'enjeu. Et en fait, ça me fait vraiment l'effet inverse. Genre, bon, bah, elle a raté, quoi. Mais elle a réussi, je suis trop contente. Et je me dis, après, quand c'est à moi de passer, ah oui, attends, c'est pas fait, c'est pas nous, on l'a pas fait, tu vois. J'ai pas fait, moi, le truc. Donc là, il faut que je me concentre parce que c'est maintenant, quoi. Et c'est vraiment cet effet, moi, qui des fois, ouais, peut un peu m'amener trop. Donc, il me faut des copines qui réussissent pas, quoi. Comme ça, je vais. C'est ça. À toutes les copines qui font des éliminés, merci à vous. C'est l'avantage aussi d'avoir des potes dans les autres catégories. Au moins, t'as un petit temps quand même pour c'est ça, quoi. te remettre dedans. J'ai beaucoup pleuré pour les médiums cette année. Voilà, c'est mes petites équipes de cœur. On a beaucoup pleuré pour de joie et de tristesse et de déception. Mais, et aussi de réussite. Mais ça me laisse un petit temps, tu vois. C'est bien dans les autres catégories. Oui, ça va te permettre de redescendre et tout. Puis moi, je sais que j'ai ce truc aussi quand je regarde passer des gens que je connais. Ou même toi, je te regardais, enfin, j'essayais de te regarder sur le live. Et moi, je suis en apnée, quoi. Je vis le truc et tout. Et du coup, je me fatigue presque autant que si j'avais fait le parcours, tu vois. T'as vraiment ce truc, quand t'es impliqué, en tant que spectateur aussi, de vraiment... oui. Quand tu finis ton parcours sans faute, mais moi, alors que les voisins sont très loin, je pense que tout le monde a été au courant, tu vois. Et c'est aussi chouette à suivre de ce point de vue-là, quoi. Bon, du coup, pas de sélection pour ces sélectifs, du beau travail. C'est quoi la suite? Cette année, on a des beaux événements quand même qui nous attendent. Comme quoi, par exemple, tu peux nous faire rêver? On a l'Alpine Agility Open en Italie, où malheureusement tu ne pourras pas être là puisque notre petit crapaud est en repos. Voilà. Donc voilà, ça c'est traditionnel, on va dire, puisque c'est pas très très loin de chez moi. Et l'Alpine, je pense que j'ai fait toutes les éditions. À part quand j'ai fini à l'hosto, mais c'est une autre histoire. Tu l'as fait quand même, en partie. Je l'ai fait quand même, je m'étais même qualifiée pour la finale, c'était là. Et du coup, ça, c'est une belle compète qui nous attend, avec pareil, des bons juges, des beaux terrains. Et puis, c'est le côté sympa aussi de l'Italie. Dans la montagne, c'est ça qui est chouette aussi, un peu à la fraîche. Frais. Et puis, on a nos petits repères maintenant, nos petits stands préférés, nos petits marchés pour aller acheter nos petits fromages. Voilà, c'est une autre ambiance. Et puis après, donc, l'idée, c'est quand même d'aller voir l'European Open. On ira certainement à Rialp, à la Brace Cup, et puis à la Verbano, donc en Italie aussi, en septembre. Il y aura peut-être d'autres trucs qui viendront se greffer. Oui, d'ici la fin de l'année, quoi. On va voir un petit peu aussi ce qui nous est proposé. Tout à fait. Et les motivations de dire « Allez, go, on y va !» C'est ça. Ça permet aussi de se préparer peut-être pour les sélectifs de l'année prochaine, et puis de profiter à fond, et de aussi profiter de toute la préparation que les sélectifs nous ont donnée, parce qu'au-delà de se sélectionner ou pas se sélectionner, évidemment on est frustré, on est déçu et tout, mais il y a aussi le plaisir de se dire j'ai bossé pour les sélectifs, mais tout ce que j'ai appris va me servir sur d'autres compètes. L'objectif, il était évidemment de se qualifier, mais ça va me servir sur d'autres événements, et on va essayer de tirer les leçons de tout ça et de mettre ça en application aussi sur d'autres compètes, voilà, puisqu'on était prête, comme on disait, pour les sélectifs, on le sera aussi pour les autres belles compètes de l'année. Et du coup, les sélectifs de l'année prochaine. On verra. J'avoue que je suis encore un peu dans la frustration là, donc pour l'instant, on verra. Il faut dire qu'il y a vraiment ce truc du dernier sélectif sur synthétique qui est compliqué quand le chien n'a pas du tout l'habitude du synthétique. Et là, on l'a vu avec Soon, c'était clairement en sa défaveur, quoi. Le revêtement et les parcours du juge aussi hollandais. Oui, et le fait que la salle soit très en longueur, un peu étroite. Ça influence aussi un petit peu différent, quoi. Les tracés. Il y a ça, et puis c'est aussi beaucoup d'investissement en termes d'argent, en termes de temps, émotionnel aussi, pour finalement 2 grosses compétitions, donc l'européenne et le championnat du monde, qui sont évidemment les plus prestigieuses, mais il y a aussi d'autres très belles compétitions, et il ne faut pas non plus que ça vienne complètement effacer le reste aussi. Oui, puis à la fin, on n'a pas 20 chiens qui partent en large. C'est ça. Voilà, donc sur tous les chiens qui se présentent,
évidemment que le nombre de sélectionnés est très réduit, donc les chances de sélectionner, elles sont malgré tout assez faibles quoi, au regard de tout ça. Quoi. C'est Donc, ça. Donc c'est aussi un beaucoup peu injuste. d'investissement pour finalement peu de sélectionnés, ce qui est, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'est là où la question peut se poser de refaire les sélectifs d'année en année sans forcément arriver à se qualifier derrière. Ça, c'est utile d'un côté et d'un autre côté, voilà, c'est aussi un investissement, quoi. Oui, et puis il faut voir peut-être l'impact que ça peut avoir au niveau mental, au niveau confiance, et ça peut valoir le coup de peut-être pas aller faire une année pour respirer un petit peu de ça, C'est ça. et voir ce que ça donne, quoi. Eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces sélectifs, un point qu'on n'aurait pas abordé Est-ce que tu conseilles aux gens de les faire qu'est-ce que tu veux nous dire? Oui, je pense que je peux conseiller aux gens de les faire si ils ont le résultat parce qu'il y a ce côté préparation qui est hyper intéressante. Voilà, toute la préparation physique, mentale, technique qu'il y a derrière les sélectifs. Au-delà de se sélectionner, c'est aussi ça. Pour moi, c'est les plus belles compétitions qu'on a en France, globalement, parce que c'est là où il y a le meilleur niveau, des très bons juges, des beaux terrains. Euh, bon, il y a d'autres belles compétitions aussi en France, hein, la Volcanique, la Brest Cup, c'est aussi des belles compètes. Mais les sélectifs, c'est quand même, voilà, c'est le gratin français qui se réunit. C'est globalement les meilleurs chiens de France, on ne peut pas dire le contraire. Et du coup, ça tire vers le haut. Enfin, clairement, ça tire vers le haut. Toutes les équipes qui ont participé, ça les a tirés vers le haut. Vers le haut? Vers le haut. Ouais. Waouh. Ce jeu de mots. Et je sais plus ce que je disais. Et pour avoir aussi, parce que moi du coup j'ai aussi préparé le sélectif. Ouais, t'as suivi ça de très près. Et parce qu'en fait avec Camille on posait les parcours et donc on vous a parlé de la GT Focus Compétition, c'était ça, hein. Enfin c'est toujours ça parce que vous pouvez toujours le rejoindre si vous le souhaitez, mais on posait les parcours des juges des sélectifs, on travaillait des points techniques et tout ça, et en fait toi tu le faisais avec Soon, mais moi je l'ai aussi fait avec Storm. Alors bien sûr, pas avec autant de brio que vous, parce qu'on est beaucoup plus débutants et que voilà, on est encore en grade 2, que Storm il est encore jeune. Mais du coup, moi aussi, j'ai beaucoup progressé du fait de me préparer sur ces parcours-là qui étaient techniques. Et même si, évidemment, j'allais pas faire les sélectives, de toute façon, je n'avais aucun résultat ni rien à montrer, vu que je suis qu'en grade 2. Mais ça m'a aussi fait progresser de fait de suivre cette préparation, de la faire aussi avec lui. D'ailleurs, d'avoir proposé aux copains du coin qui, eux, le faisaient, de venir s'entraîner dessus aussi. Donc là, c'était chouette. Et c'est pas parce qu'on ne les fait pas qu'on ne peut pas aussi s'y préparer. Tu vois, moi, ça m'a fait aussi un peu des échéances, du boulot à faire sur l'hiver, ce qui était intéressant parce que j'avais pas vraiment d'autres choses vers lesquelles j'aurais pu me préparer, quoi. Donc, j'avais pas vraiment de grosses échéances. Donc, même voilà, à côté, même si je les faisais pas, rien que la préparation, elle m'a aidé quand même. Donc, si en plus vous les faites, imaginez un petit peu Oui, ce que ça peut faire. c'est ça. Ça transmet aussi à d'autres tout ça. Et c'est cool aussi si ça inspire d'autres équipes qui sont avec vous, qui s'entraînent avec vous dans vos clubs, etc. De faire des entraînements pour préparer les sélectifs. Très souvent, ça crée une émulation aussi autour de tout ça. Même les gens qui ne le font pas, voilà, ils vont être tirés vers le haut aussi. Décidément. Parce qu'ils s'entraînent avec vous, quoi. Donc c'est ça qui est chouette aussi dans ces sélectifs-là. Très bien. Merci pour cette interview. Vous nous direz si ce format il vous a plu. Et si c'est le cas, on le refera sur les grosses compètes dont tu as parlé. L'Alpine, je t'avais encore t'interviewé, j'y serais encore pas. Mais bon, l'Alpine, la Rialp, la Brest Cup, ce genre de choses. Donc si ça vous plaît qu'on fasse ces petits comptes rendus de concours, n'hésitez pas à nous le dire. On vous en fera d'autres. Et puis, en parallèle de cet épisode de podcast, on va aussi avoir une vidéo que tu vas nous mettre sur YouTube, des passages de Soon sur les sélectifs. Donc on vous mettra aussi le lien dans la description, on va sortir en même temps que l'épisode, comme ça vous pourrez aller voir de vos yeux ce qu'elles ont fait. Nos éliminés. Ah oui, mais tout le reste était vraiment sublime, quoi. Donc on vous met le lien dans la description si vous voulez aller voir, ça vous permettra aussi de vous donner une idée des types de parcours qu'il y avait, de à quoi ça ressemble exactement, et puis du très beau travail de Soon et de Camille. On espère que cet épisode il vous a plu et on vous dit à très bientôt sur la planète Agility.